Bonjour à toutes et à tous, toujours confinés. Aujourd'hui, Biosphere fait dans le polémique. Et si la science démontrait que les mâles sont des parasites? Avant de vous insurger contre cette allégation, réfléchissons un peu. C'est un fait biologique, les hommes sont relativement peu impliqués dans la reproduction comparé aux femmes. En fait, chez les humains, après l'accouplement, la femme seule va passer par 9 mois de grossesse, puis un accouchement bien douloureux. Est-ce que ça serait pas injuste? Eh bien dans cette vidéo, on va tirer au clair cet épineux problème et parler de ce qu'on appelle si bien le parasitisme du mâle. Commençons par quelques définitions. On va pas mal parler de mâle et de femelle dans cet épisode, alors on parle pas de genre, mais de sexe. Respectivement, le mâle, c'est l'organisme qui produit des spermatozoïdes, et la femelle, l'organisme qui produit les ovules, ou des ovocytes dans le cas de la femme, mais bon, franchement, c'est pas ces détails qui nous intéressent. Et pour simplifier les choses, on va se limiter aux animaux. Je dis pas que c'est pas valide dans d'autres branches du vivant, ce qu'on va dire, mais sinon on risque de se perdre. Et maintenant que c'est clair, il faut parler de comment on fait des bébés. Alors, la cigogne blanche, Ciconia ciconia, oiseau migrateur très bien connu, porte dans son bec les bébés humains et vient les poser dans les familles pour les rendre heureuses. Bon, les membres de chaque sexe produisent des cellules reproductrices, appelées gamètes. Chez les animaux, c'est les spermatozoïdes et les ovules, comme on l'a dit. Ensuite, chaque espèce a sa petite technique, mais il se débrouille pour que les gamètes mâles et femelles se rencontrent et fusionnent. C'est la fécondation. Tout ça pour donner une cellule qui se développera en un individu tout entier. Du coup, c'est une affaire qui roule. La progéniture hérite de la moitié de l'ADN de chacun de ses deux parents, et tout le monde est content. Sauf qu'il y a un pépin. Même si le résultat est la moitié de chaque parent, le travail pour son développement n'est souvent pas équitable. Déjà, l'ovule et le spermatozoïde sont très différents de par leur structure. L'ovule est bien plus volumineux que le spermatozoïde, et le plus souvent gorgé de réserves qui assurent les premières étapes du développement de l'embryon, voire son développement tout entier, par exemple chez des espèces comme l'oursin ou même les poules. En fait, tout ce qui fait des œufs. En fin de compte, le spermatozoïde est une cellule juste bonne à amener le patrimoine génétique du mâle. Du coup, il est bien moins coûteux en ressources à produire que des ovules. D'ailleurs, cas extrême, chez les humains, une femme n'ovulera que 500 fois au cours de sa vie, alors qu'un homme libère de 40 à 100 millions de spermatozoïdes à chaque éjaculation. C'est pour dire. En parlant des humains, l'asymétrie parentale devient encore plus forte quand on se penche sur le cas des mammifères, parce que le développement de l'embryon se fait à l'intérieur d'un des parents, la femelle. Pendant la gestation, la femelle vit littéralement pour deux et une partie de tout ce qu'elle mange profite au bébé, alors que son organisme se coltine le traitement de tous ses déchets. Alors, petite précision, le fait que la femelle s'investisse plus dans la progéniture que le mâle est quelque chose d'assez récurrent dans le règne animal. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Par exemple, chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les petits en lui. En fait, plus généralement, ne faites jamais de généralité en biologie, c'est plus ou moins la seule généralité qui prévaut. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, vous serez d'accord avec moi, alors que la femelle investit plus d'énergie dans sa progéniture, mais vu que cette dernière porte quand même la moitié du patrimoine génétique du mâle, on pourrait dire que le mâle profite des ressources de la femelle. Donc il la parasite. Désolé. En plus, si on extrapole un peu, dans les populations concernées par le phénomène, dont les humains font partie, je vous le rappelle, ça fait une grosse partie de la population qui fait peu de choses niveau investissement parental. Est-ce que ça serait pas mieux s'il y avait que des femelles? Genre, que des individus qui s'investissent à fond. Et si on se débarrassait des hommes? Ah non, c'est impossible, je m'en serais souvenu, hein. Mais accrochez-vous bien, il existe des populations animales uniquement composées de femelles. Je vous présente Cnemidophorus neomexicana. C'est une espèce de lézard du continent américain. Le pépin avec lui, enfin avec elle, c'est que c'est une hybride de deux autres espèces, et elle est stérile, donc impossible de se reproduire avec la bonne vieille fécondation comme nous. Pourtant, elles se reproduisent quand même, via un mécanisme appelé la parthénogenèse, que seules les femelles de cette espèce peuvent mettre en œuvre. L'embryon va se développer à partir d'un ovule non fécondé. Petite anecdote, pour déclencher l'ovulation en l'absence de mâle, les femelles doivent quand même simuler des accouplements entre elles. Et là, je ne ferai pas de blague sur la simulation sexuelle, c'est qu'il y a quand même une ligne éditoriale sur Biosphere. Si vous voulez, le mécanisme de production des gamètes aboutit normalement à des cellules comportant la moitié du génome parental. Donc ça devrait pas suffire à faire développer un individu entier. Mais chez ces lézards, il y a une anomalie dans le processus qui produit de temps en temps un ovule avec 100% du patrimoine génétique. Du coup, il peut se développer en un nouvel individu sans problème. En plus, ce mécanisme chez les lézards produit toujours une femelle, pratique, et à peu de choses près le clone de la mère.
Alors on est d'accord, cet exemple est complètement ouf, hein. Mais c'est assez exceptionnel parmi les animaux ou les plantes d'avoir des populations entièrement femelles comme ça. Voire même la reproduction sexuée semble être largement la majorité. Du coup, si le clonage n'a pas été largement promu par la sélection naturelle, c'est peut-être qu'il y a une couille dans le potage. En fait, le sexe fait intervenir deux partenaires. Au moins, ils donnent chacun la moitié de leur gènes tirés aléatoirement, ce qui permet un brassage génétique assez prodigieux et donne à chaque génération une nouvelle combinaison originale entre les gènes. Et là, pour notre lézard, il n'y a pas de brassage du tout. Le petit lézardo est à peu de choses près un clone de la maman. Donc, on est sur des populations dont les patrimoines génétiques sont moins brassés et où l'apparition de nouveaux arrangements à succès est moins fréquent. Et c'est là un des points fondamentaux du pourquoi il y a des mâles et des femelles chez les animaux. La reproduction sexuée, ça force le brassage génétique, c'est-à-dire le mélange de l'ADN des parents pour composer celui de la progéniture. Du coup, si l'environnement change et qu'un élément défavorable à une population apparaît, il y a plus de chances, si l'espèce en question pratique le sexe, qu'un individu avec une combinaison de gènes nouvelle garantissant un meilleur succès apparaisse. On a même cherché l'avantage que pouvait avoir l'asymétrie entre les gamètes. Dans l'idée, plus un gamète est riche en réserve, mieux il garantit la survie de l'embryon, mais plus il est coûteux à produire, donc moins on en fait. De notre côté, avec des gamètes pauvres en réserve, on compromet la survie, mais on augmente les chances de rencontre puisqu'on peut en faire des quantités astronomiques. Donc même si de prime abord on pourrait voir les mâles comme des parasites des femelles, et dans les faits les mâles représentent un coût pour l'espèce, dans la mesure où ils apportent toute une série d'avantages indéniables compensant et dépassant l'inconvénient évoqué plus tôt, on pourrait dire que les deux sexes sont complémentaires et entretiennent une relation mutualiste fusionnelle qu'on pourrait même qualifier de symbiose, non ?